A-t-on vraiment intérêt à séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle? C'est la question du jour. Qui n'a jamais rêvé de zapper tous ses problèmes perso au moment de passer le pas de son bureau? Et à l'inverse, oublier toutes ses frustrations professionnelles et les tensions avec ses collègues le soir en rentrant chez soi pour se focaliser sur ses proches. Quelle que soit la teneur de son travail et l'organisation de sa vie personnelle, le principal fléau de nos sociétés contemporaines, que l'on appelle désormais charge mentale, n'aurait presque plus de raison d'être. Mais est-ce qu'on serait vraiment plus heureux s'il était possible de séparer ces deux facettes de nos vies? C'est la question que se pose la série Severance, ou Dissociation en français, réalisée par Ben Stiller et en ce moment qui passe sur Apple TV. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique, créateur de l'Académie du leadership holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Si tu veux devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si tu veux développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur ton corps, ton cœur et ton esprit, pour le bien de tes proches et de la communauté, alors tu es au bon endroit. Alors, on y va, c'est parti! Severance ou Dissociation, en bon québécois, c'est une série de télévision américaine créée par Dan Erickson et qui est diffusée sur Apple TV depuis février 2022. C'est un show qui suit les employés de bureau qui ont reçu une opération volontaire visant à séparer leurs souvenirs professionnels des souvenirs personnels. Alors je vous explique un peu parce que ça va être le sujet de fond de cet épisode. Chez Lumon Industries, un programme est utilisé pour séparer les souvenirs non professionnels des souvenirs professionnels des employés. Donc ils ont volontairement subi une dissociation, une severance. On leur implante une puce dans leur cerveau à cet effet. Mais c'est pas aussi pratique et aussi simple que ça en a l'air, puisque le matin, on arrive au travail, la puce switch en mode professionnel, donc on n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé la veille le soir chez soi, donc on a juste le souvenir d'avoir quitté le travail. Donc en fait, quand on est au travail, perpétuellement, on rentre et on ressort du travail et on est au travail. Et inversement, quand on sort du travail, la puce switch à nouveau et on passe en mode personnel et du coup, on n'a aucun souvenir de ce qui se passe au travail. On ne sait pas si on a des amis, si on a des aventures, on ne sait pas ce qu'on y fait et on rentre à la maison en fait en ne sachant pas ce qu'on a fait de la journée. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Donc dans cette entreprise, il y a les inters qui quittent après 17 heures. Non, les inters qui sont les employés dans la journée, puis à partir de 17 heures quand ils quittent, ils deviennent des exters. Donc c'est vraiment deux personnes différentes dans le même corps. Et ils n'ont aucune conscience de leur vie à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Et ils vivent dans le culte, dans l'entreprise, ils vivent dans le culte du fondateur de l'entreprise. Ils subissent des sévères brimades dès qu'ils s'écartent des règles imposées ou reçoivent des récompenses quand ils restent dans le droit chemin et réussissent leur travail. Et puis, il y a un employé, donc une employée qui est une des héroïnes, qui se rebelle et ne comprend pas que son travail, en fait, qui a aucun sens, parce qu'ils sont juste toute leur journée dans un cubicle, dans un carré, au milieu de nulle part, au milieu de rien. Ils sont 4 et puis ils regardent des chiffres défiler, puis ils doivent éliminer des chiffres. Voilà, ils font un travail qui n'a absolument aucun sens. Et puis, un autre héros est abordé à l'extérieur, donc quand il est en externe, par un ancien employé qui a quitté et qui a subi une opération pour réconcilier ses souvenirs, mais ça marche pas très bien, il a un peu perdu la tête. Donc tout ça fait une aventure très rocambolesque et un peu folle, très psychologique, très intéressante, mais le sujet est posé, c'est-à-dire est-ce qu'on est des robots? C'est-à-dire qu'on peut séparer ses sentiments professionnels des sentiments personnels.
Est-ce que la question que pose la série, est-ce que le travail doit être aliénant? Est-ce que le travail peut être intégré normalement dans notre vie, ou alors est-ce qu'il fait partie de notre vie? Et puis, qu'en est-il des fameux bullshit jobs? Quel est le sens du travail? Donc, c'est toutes ces questions que pose la série que je trouve très intéressantes. Et vraiment, la première question, qui est la séparation vie privée, vie personnelle, là, c'est poussé à l'extrême, bien évidemment, hein, on est dans la science-fiction, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors moi, ça me rappelle une période de ma vie, dans les années... On était encore au début des années... Dans les années 2000 à peu près, où on prenait encore cette idée que quand on passait la barrière, parce que là, je travaillais dans une grande entreprise, on passait la barrière, on devait laisser un peu ses problèmes personnels à la maison. Donc à l'époque, je travaillais à côté d'Aix-en-Provence, j'étais chef de service, gros service de production dans le semi-conducteur. Donc grosse responsabilité, j'avais plus de 300 personnes sous ma responsabilité, un double service d'ailleurs, et je travaillais beaucoup, et ma vie se résumait à travail, maison, travail, maison, travail, maison, sachant que ma maison était dans le même village que mon travail, donc j'avais pas vraiment de temps de séparation entre le travail et la vie personnelle. Et côté vie personnelle, j'étais marié, j'avais 3 enfants, et ma fille Louane était née, donc elle venait de naître, quelques mois, avec une hanche luxée. Ce qui voulait dire que, alors ça c'est une maladie, une malformation génétique, d'origine génétique, hein, probablement qui vient du côté de ma famille d'ailleurs, parce que moi j'ai mon arrière-grand-père que j'ai connu avec la hanche luxée, donc il boitait. Je sais que sa sœur, je l'ai pas connue, mais elle avait les 2 hanches luxées. Moi-même, j'ai une dysplasie de la hanche légère. Et donc, j'ai probablement transféré ce gène à ma fille, qui était aussi un grand bébé, un grand fœtus. Donc, je pense que la combinaison des deux fait qu'elle est née avec cette hanche luxée. Ça a été détecté assez vite par le pédiatre. Et du coup, on alternait, et on avait 2 autres enfants, donc qui étaient jeunes, hein, qui avaient 1 an et 3 ans. Et donc qui avait besoin d'être encadré, de garder, etc. Et donc mon épouse donc passait ses journées à l'hôpital à Marseille, à la Timone, pour s'occuper de ma fille qui était traitée là-bas. Et puis les garçons du coup étaient gardés par une nounou. Donc c'était une vie. Et puis moi le week-end j'allais à l'hôpital remplacer ma femme, qui elle rentrait s'occuper des garçons. Donc vie de couple évidemment catastrophique pendant 2 ans, et puis vie sociale aussi catastrophique, et on peut imaginer que ça a forcément eu des impacts sur mon humeur, ma capacité à gérer le stress au travail, etc. Et en particulier de 1 à 2 ans, quand ma fille avait de 1 à 2 ans, ça commençait vraiment à être lourd pour moi. J'ai pas bien géré évidemment, hein, puisque j'ai pas pu laisser mes problèmes à la barrière comme on nous disait de faire, parce que c'est juste pas possible. Et donc, j'étais imbuvable au travail, et j'étais pas très sympa à la maison non plus, hein, mais bon, avec ma femme, de toute façon, on ne faisait que se croiser. Donc, au travail, j'étais pas facile, et beaucoup de conflits avec des collègues de travail, et ça a été la première fois de toute ma carrière professionnelle où j'ai eu une mauvaise évaluation annuelle, où on m'a reproché justement ces problématiques. Donc évidemment j'ai expliqué, on savait ce qui se passait, mais ça ne changeait pas le fait que je devais gérer mieux mes problématiques personnelles et ne pas les ramener au travail. Donc on m'a proposé de faire un coaching, de me faire un accompagnement. Ce qui a été extrêmement intéressant pour moi, c'était un accompagnement de 6 mois, je pense, hein, où vraiment j'ai pu travailler sur moi et pu progresser. Mais bon, je suis pas devenu un robot de toute façon. Finalement, ma fille a été guérie au bout de la 2e année, et le coaching m'a amené à partir du travail où j'étais là, parce qu'on m'a proposé un poste en Suisse. Donc, bref, pour résumer, période de ma vie très difficile, qui a eu des répercussions sur ma performance professionnelle, parce que j'étais pas capable de dissocier mes sentiments personnels de mes sentiments professionnels. Et puis c'est normal, donc on pouvait pas attendre de moi que je sois un robot, parce que j'avais ces sentiments. Évidemment, j'ai pas très bien vécu
la mauvaise évaluation parce que je trouvais que c'était pas très juste. Ça, c'est un autre sujet. Donc là, on était plus sur le sentiment d'injustice. Et donc, bon, au lieu de me proposer peut-être de l'aménagement, de l'aide, du soutien, on m'a proposé du soutien parce que du coaching c'est quand même du soutien, mais je pense qu'un petit aménagement, et j'aurais peut-être dû demander moi aussi un aménagement de temps de travail pendant cette période-là, ça aurait été peut-être bénéfique, mais je suis pas sûr. En tout cas, moi, j'étais pas conscient que j'en avais besoin. Donc j'avais quand même j'avais pas la conscience que ma vie privée me rendait irritable, colérique, difficile au travail. Je m'en rendais pas compte en fait. Donc on est vraiment, voilà, j'avais pas subi l'opération de dissociation, mais en tout cas j'essayais virtuellement de le faire et j'avais cette inconscience que de cette dissociation finalement. Mais ce qui n'était pas très sain, ni pour moi, ni pour mon travail et mon entreprise, hein, d'ailleurs. Donc voilà pour ce qui est de ce que m'inspire cette série, et puis de ce que on pourrait penser de cette idée pas très qui était une idée des années 90 et début 2000 de la dissociation entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors maintenant, j'aimerais vous donner mes 4 conseils pour une meilleure séparation entre la vie privée et le travail, parce qu'il faut quand même que les deux, même s'ils ont des interactions très fortes, et que même parfois, en particulier pour des entrepreneurs, la vie privée et le travail, c'est un peu lié. Il y a quand même des moments où il faut séparer les deux, sinon on devient un peu fou. Et on risque de basculer dans le burn-out. Donc le premier conseil, ce serait de fermer mentalement la porte derrière nous. Enfin, comme dans la série, que je vous engage à regarder, où les employés prennent l'ascenseur, et dès que la porte de l'ascenseur se ferme et que ça monte, la puce switch d'un état pro à un état perso. Donc l'idée, c'est de fermer la porte du bâtiment ou de l'endroit où on travaille. C'est une chose de le faire dans la vraie vie, mais c'est aussi une chose de le faire mentalement. Le temps de travail et le temps que tu prends ne dépend pas uniquement du lieu, mais il y a aussi la question mentale. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, je vivais et je travaillais dans le même endroit, donc j'avais pas le temps mental de séparer les deux. Ce qui est le cas maintenant, parce que là j'ai une heure de trajet, et dans cette heure de trajet, je passe vraiment d'un mode à l'autre. Et ça, je trouve que c'est assez bénéfique, en tout cas pour moi, ça l'est. Donc l'idée, c'est d'adopter... Alors l'idée, c'est pas de déménager pour rajouter du temps de déplacement, mais c'est d'être capable mentalement de fermer la porte du travail. Donc adopter une attitude différente en fonction de l'endroit où tu te trouves. Être productif au bureau et détendu à la maison. Donc l'idée, c'est de se sentir apaisé quand tu es chez toi, de manière à relâcher la pression accumulée tout au long de la journée. Donc définir une zone de transition, ce fameux passage ascenseur, ou pour moi c'est la voiture, hein. Ça peut commencer pendant le trajet, donc si tu prends le train, si tu prends le métro, si tu prends ta voiture, donc si tu prends le train, tu peux lire un livre, écouter de la musique. Dans la voiture, on peut aussi écouter des podcasts. Par exemple, on peut aussi écouter des livres audio. Moi, c'est ce que je fais. Donc, j'écoute des podcasts et des livres audio lorsque je rentre du travail. Si t'es pas capable, alors avec le télétravail, la transition travail-maison est plus difficile à faire, ou si tu es entrepreneur et que tu travailles, tu vis sur ton lieu de travail, il faut le faire plus tard, peut-être quand on va dormir, ou des choses comme ça, où vraiment on essaye de fermer le travail mentalement. Parce que là, vraiment, c'est de réussir à dormir, donc de fermer avant le sommeil le travail. Sinon, on va passer une nuit, on va revivre sa journée. Le deuxième conseil que je te donnerais, c'est la planification. De planifier tes journées, de pas les surcharger et de faire en sorte qu'il y ait un peu de flexibilité en cas d'imprévu. Parce que le travail prend trop facilement le dessus sur le reste de ta vie. Donc, il faut maîtriser les tâches une par une et non essayer de faire tout en même temps. Donc, l'idée aussi, il y a quelques temps qu'on pouvait faire du multitâche est une dannerie. On fait en fait des tâches en série, hein, les unes après les autres. Donc, l'idée, c'est de bien les planifier les unes après les autres et de se laisser suffisamment de temps pour faire une tâche. Et puis, planifier les choses personnelles, donc et bien les séparer, mais il faut les planifier les deux. Si vous avez des activités, faites du sport, du bricolage, j'en sais rien, vous prenez des cours de chant, vous apprenez la musique, voilà, c'est vraiment planifier ces plages d'occupation professionnelle et d'occupation
personnel. Et puis ça permet d'être, en voyant l'agenda, ça permet d'être un peu moins stressé quand on voit que on a réussi à se mettre des plages tous les jours si c'est possible pour des occupations personnelles. Et puis du coup, quand on a fait ça, une fois que le travail est terminé, on peut mieux se concentrer sur sa vie privée. Le troisième conseil, alors après c'est que des conseils basiques, mais le troisième conseil que je donnerais, c'est prendre des rendez-vous. On se met d'accord avec ses chefs, avec son chef, avec ses collègues, pour se fixer une heure à partir de laquelle on peut pas être contacté, sauf vraiment en cas d'extrême urgence. Donc on lit pas ses mails le soir avant d'aller se coucher, je parle même pas des vacances. On fait la même chose, donc oui, pour les emails et pour le téléphone et pour les WhatsApp, les SMS et autres. On se met d'accord avec tout le monde à partir d'une certaine heure. Je ne lis pas les messages et je ne répondrai pas. Quand je quitte le travail, je dissocie ma communication. Et si on est en vacances ou absent pendant une certaine période, on programme évidemment le fameux out of office de sa messagerie pour ne pas être contacté. Et on ne regarde pas ses messages. Voilà. La vie professionnelle peut continuer sans que tu sois là. Et tu fais de même à la maison. Si tu juges important quand tu télétravailles, par exemple, de ne pas être dérangé et que ta conjointe est présente ou ton conjoint est présent, c'est clair, il y a des heures où t'es occupé à travailler, donc on peut pas venir te perturber pour d'autres choses. Donc fixer des heures de début et de fin, et puis on s'y tient. Et puis enfin, le quatrième conseil que je pourrais donner, c'est de séparer l'espace professionnel et l'espace privé. Si on travaille de chez soi, ou quand on travaille de chez soi, parce que maintenant beaucoup de gens travaillent de chez soi, c'est difficile de défaire les zones de travail et les zones personnelles. Et donc parfois, moi j'ai un bureau, c'est aussi simple que ça. J'ai un bureau où j'enregistre mes podcasts ici. Alors moi je mélange deux activités, parce qu'il y a le podcast et puis il y a mon activité professionnelle où quand je fais du télétravail, j'utilise le même bureau. Mais c'est considéré pour moi comme du travail tout ça, même si j'ai deux jobs différents. Donc essaye d'avoir un bureau, d'investir dans un endroit spécifique, délimité, même si c'est si t'as pas un grand appartement, mais un espace délimité, clair, où tu te poses, et quand tu es dans cet endroit-là, on ne peut pas te perturber. Et si vraiment t'as pas la possibilité de t'aménager ta propre place et que tu es avec ton portable, et que tu t'installes pour travailler, je sais pas, sur la table à manger ou dans le salon, et bien tu utilises quelques objets symboliques qui délimitent en fait voilà, là je travaille. Je suis en train de travailler, mon laptop est ouvert, j'ai mon bloc-notes, je mets, je sais pas moi, un cadre photo ou un truc qui en rappelle que je suis au travail. Et puis c'est l'endroit où je travaille. Et puis quand tu as fini, alors après tu fais tes pauses, ça c'est ok, mais quand tu as fini, tu fermes le laptop, tu le ranges, tu ranges le bloc-notes, tu ranges le cadre photo si tu en as mis un, ou l'objet qui fait que tu clôt la partie travail et que ça permet de se déconnecter. Et puis ça peut ne pas être suffisant pour passer en mode privé. Donc alors là, dans ce cas-là, il faut créer des rituels qui fera que tu te sens à la maison. Donc si tu travailles de la maison, donc tu passes, quand tu as fini ta journée, 17h, 18h, tu as fini ta journée, peut-être tu peux te changer, tu vas prendre ta douche, tu te changes, t'allumes une bougie, t'allumes la télé, tu fais quelque chose de complètement différent, qui n'est vraiment pas du travail, pendant le temps qu'il faut, ça peut être une demi-heure ou une heure, juste pour te déconnecter de ta journée de travail en fait. Vraiment une routine de transition qui va pouvoir protéger aussi bien ta vie professionnelle que ta vie privée. Ça paraît simple, mais c'est super important. Et enfin, le tout dernier conseil que je pourrais donner, c'est de respecter, on en a parlé un petit peu, ces temps de repos, les week-ends et les vacances. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner sans toi. Donc tu délègues à ton adjoint, à tes collaborateurs, tu délègues tes responsabilités quand t'es pas là. Tu t'organises pour que quand tu n'es pas là, en week-end ou en vacances, en week-end si tu travailles dans l'industrie où on travaille le week-end, et particulièrement si tu es en vacances, vraiment on te joint que en cas d'urgence, en cas d'extrême urgence. Donc en vacances, pas d'email, pas de message, pas de contact avec le travail, sauf extrême urgence, et c'est seulement une seule personne qui a le droit de vous contacter
sur votre numéro perso en précisant bien c'est urgent et important. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc inspiré de cette série donc Dissociation, Severance, qui est vraiment une très 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 bonne série, vraiment très intéressante. Bon, après ils vont beaucoup plus loin que la problématique de la dissociation, mais en tout cas moi ça m'a donné une opportunité de faire un épisode intéressant, de pouvoir illustrer avec vous cette problématique de séparation vie privée, vie professionnelle qui me tient beaucoup à cœur. Donc je vous remercie beaucoup pour avoir passé ces quelques minutes avec moi. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve dans un autre épisode. À très bientôt. Si tu as aimé cet épisode, si tu penses qu'il peut apporter des informations concrètes et utiles à tes proches, à tes collègues, à tes collaborateurs, alors je t'incite à partager cet épisode autour de toi. Et deuxième demande de ma part, je t'incite aussi à rejoindre mon groupe Facebook Leadership Holistique si jamais ce n'est pas encore le cas, si ça n'a pas encore été fait. Je mets le lien en description de cet épisode. Encore une fois, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et je te retrouve très bientôt. Belle journée!